tous. Merci aux organisateurs de ce congrès ATHS de nous avoir proposé d'intervenir pour cette session dédiée aux opioïdes dans le contexte international que vous connaissez, notamment de surdoses importantes en opioïdes dans certaines régions du globe, notamment en Amérique du Nord, mais pas uniquement, un petit peu aussi en Europe, en Afrique, avec d'autres molécules, et aussi en Océanie. L'objectif de cette session est de refaire le point avec différentes interventions qui vont comporter des données internationales et des données françaises, et qui vont nous permettre de savoir si on peut essayer, nous, en France, de se prémunir d'un tel phénomène qui n'est pas encore installé et comparable à celui qu'on observe en Amérique du Nord, mais qu'il vaut mieux prévenir plutôt que guérir quand on voit les difficultés à mettre en place une réduction de ces overdoses. Donc on a 4 interventions, on va commencer dès maintenant. On accueille à nouveau, pour la 2e fois, ce matin, oui, vous pouvez venir, le docteur Montoya d'UNAIDA, qui va commencer par nous présenter les stratégies de recherche médicale aux États-Unis consistant à résoudre cette crise sanitaire des opioïdes américaine. Je vous passe la parole. Voici, je reparle la 2e fois. Je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation. C'est toujours très agréable de venir ici avec cette formidable hospitalité du groupe. Je vais parler de la situation de ce qu'on appelle la crise des opiacés, des opioïdes ou l'épidémie des opiacés aux États-Unis. Je vais vous présenter quelques statistiques très brièvement. Ensuite, je vais vous parler de ce qu'on fait actuellement. Voici la carte des États-Unis. C'est une carte thermique en bleu. Vous avez la mortalité en bleu, c'est moins de 2, en bleu foncé, et ça augmente jusqu'à rouge où c'est plus de 30 pour 100 000 habitants. À gauche, c'est 1999, 2016 à droite. Vous voyez presque toute la carte des États-Unis est en rouge avec une mortalité due aux opiacés. Avec ces informations, voici le nombre de personnes qui font un mésusage des opiacés aux États-Unis. Plus de 10,3 millions de personnes qui utilisent soit des opiacés, soit des antalgiques. 97%, 800 000 personnes usagées d'héroïne et 302 000 uniquement l'héroïne. Ce sont des statistiques épouvantables. Mais le plus inquiétant, ce sont ces chiffres qui représentent la mortalité pour 100 000 habitants. Voici les décès dus aux opioïdes synthétiques. La fentanyl, par exemple. Ces chiffres sont vraiment, c'est la raison, c'est alarmant aux États-Unis. Qu'est-ce qui a été fait? Voici un communiqué de presse qui a été publié la semaine dernière.
NIH a reçu 945 millions de dollars pour faire des recherches pour s'attaquer à la crise des opioïdes. Beaucoup de fonds sont arrivés jusqu'à NIDA, qui va faire des recherches pour de nouveaux médicaments, et c'est de ça que je vais vous parler. Et il y a à peu près 375 bourses ont été données dans 41 États pour accélérer la recherche de solutions scientifiques. Je travaille dans la recherche, mais je pense que il faut améliorer les financements pour qu'on recherche de nouveaux traitements. Donc, qu'est-ce qui est fait avec tout cet argent? Cet argent a déjà été attribué à la recherche et les recherches sont déjà en cours. Donc, ce sont des fonds considérables. C'est presque 1 milliard de dollars qui va être pour des études qui vont être exécutées réalisées dans les 5 prochaines années. Donc, pour la recherche sur les opioïdes et sur la douleur. Donc, nous allons voir, on va voir les résultats de ces recherches. Ces projets ont été financés à travers le programme HEAL pour aider à résoudre les addictions à long terme. C'est un programme qui a été développé par Francis Collins au NIH avec l'aide du NIDA, et beaucoup d'entre nous ont participé à ce programme. L'idée est d'avoir un effort agressif transversal entre les agences pour accélérer les solutions scientifiques pour faire face à la crise des opioïdes. Donc ça, c'est basé sur des études cliniques et le développement de modèles de tests. Voici une vue schématique du programme. Il y a 2 domaines. D'abord, la gestion de la douleur et l'amélioration du traitement de l'addiction et du mésusage. Et chaque programme accélère la science fondamentale sur la recherche de la douleur. Nous avons des options thérapeutiques, nous avons la prévention et la stratégie de traitement. Nous voulons optimiser les traitements efficaces et étudier l'abstinence chez les nouveau-nés. Qu'est-ce que nous faisons au NIDA? Voici les projets auxquels participe le NIDA. D'abord, il faut développer des options thérapeutiques pour le trouble de l'usage des opioïdes et les overdoses. Nous avons aussi, dans ce programme, nous avons développé le réseau des essais cliniques de NIDA, qu'on fait depuis déjà 20 ans dans tout le pays. Donc, c'est surtout c'est un très important programme qui s'appelle Healing Community Study. C'est des études à différents niveaux aux États-Unis, au niveau des communautés locales, pour diffuser les traitements et améliorer la qualité des traitements. Il y a également un projet dans le système judiciaire qui s'appelle Justice Community Opioid, réseau d'innovation des opioïdes dans la communauté. Ça s'appelle GCOIN. C'est un gros projet dans le système judiciaire. Et le dernier, ensuite un programme de prévention. Et le dernier, vous avez peut-être parlé de l'étude ABCD en collaboration avec les instituts. C'est la méthode de cohorte la plus importante sur les adolescents pour voir le développement cognitif et voir les effets des drogues sur le cerveau d'un adolescent. Donc la dernière étude, c'est une étude similaire, mais qui va avec une cohorte de nouveau-nés qui va être suivie
non seulement au point de vue neurobiologique, mais également sur l'imagerie du cerveau. Vous savez qu'il est très difficile de faire de l'imagerie du cerveau chez les nouveau-nés, mais ça va être une étude innovative et révolutionnaire. Voici les principaux projets auxquels participe NIDA. Je vais vous parler du premier, c'est l'expansion des options thérapeutiques. Voici les médicaments approuvés par la FDA, la méthadone, buprenorphine, en différentes formulations, sublinguales, injection mensuelle, implant à 6 mois, le naltrexone oral ou mensuel, l'ofexidine, qui est approuvé aux États-Unis et au Royaume-Uni, je crois, et naloxone parentéral ou nasal. Ceux qui sont en rouge sont des médicaments auxquels NIDA a participé à leur développement. Et voici certains de nos réalisations au cours des années. Mais nous n'allons pas très bien. Ceux d'entre vous qui sont cliniciens savent que les patients récidivent, ne retombent dans l'addiction, ne restent pas en traitement, comme pour l'alcool, mais nous savons que nous avons besoin de formulations nouvelles, plus faciles à utiliser, avec une plus longue durée, des traitements plus puissants contre les overdoses. Nous avons besoin de nouvelles approches pour inverser la dépression respiratoire. C'est ça qui tue les gens en overdose avec les opioïdes, parce que ils ont très peu d'effets cardiovasculaires. En général, le plus grand souci, c'est la dépression respiratoire. Des immunothérapies ou des vaccins ou des anticorps monoclonaux pour empêcher la récidive et les overdoses. Donc, je vais parler de chaque option en détail. Je veux dire également que ma présentation ne va pas comprendre tout ce qui a été financé. Je vais juste vous donner quelques idées sur ce qui a été financé, les recherches qui vont être réalisées et les nouvelles études. Le dernier groupe de bourse a été attribué la semaine dernière. Je n'ai pas encore tous les détails dans ma présentation, mais je vous ai donné une idée des études les plus importantes qui vont être financées à travers cette initiative. Tout d'abord, de nouvelles formulations pour les médicaments existants. L'idée, c'est d'avoir une plus grande rétention dans le traitement, et surtout pour les antagonistes aux opioïdes, le naltrexone par voie orale, le taux de rétention est très faible. Donc, pour les personnes qui ont été détoxifiées, maintenant, à travers cette initiative, nous allons financer 3 formulations d'antagonistes aux opioïdes. La naltrexone à 6 mois, vous pouvez connaître, qui a été développé par Go Medical Pharmaceuticals en Australie. C'est une étude en collaboration avec l'Université de Columbia. Il y a une autre étude avec une formulation d'un implant de naltrexone à 3 mois avec Biocorix et une formulation à 6 mois Namelphen avec le laboratoire qui s'appelle Titan Pharmaceuticals. Ce laboratoire a déjà travaillé avec nous pour développer la formulation de l'implant de buprenorphine à 6 mois. Maintenant, il travaille sur l'implant à 6 mois de ce médicament. Les agonistes des récepteurs opioïdes à long terme, la buprenorphine orale hebdomadaire avec une nouvelle technologie. C'est une pilule qui a des propriétés physiques qui restent dans l'estomac plus longtemps. On sait que la buprenorphine a une faible absorption orale, mais
avec cette approche physique, la buprenorphine reste plus longtemps dans l'estomac et donc on peut avoir un traitement hebdomadaire. Une autre étude financée, c'est également une formulation hebdomadaire de la R-méthadone. La méthadone a plusieurs isomères et la R-méthadone présente moins de danger que la méthadone ordinaire parce qu'elle a, avec cette formulation, nous avons une méthadone moins dangereuse et une formulation hebdomadaire. On veut une plus longue durée et des médicaments plus puissants contre les overdoses. Donc, il y a la namelphène intranasale qui est développée par un laboratoire qui s'appelle Opiant, avec qui ils ont déjà travaillé sur la formulation intranasale du naloxone. On travaille étroitement avec eux et on travaille sur ce projet avec eux. Un problème de la naloxone quand on traite des patients en overdose, surtout lorsque c'est une overdose au fentanyl ou des drogues plus puissantes ou avec des effets à plus long terme, les effets de la naloxone est très, très court. Donc, avec la namelphène, il y a de meilleurs effets contre les opioïdes synthétiques et en même temps, les effets sont à plus long terme. L'autre composé qui est nouveau, il n'est pas nouveau, mais on le ressuscite, c'est le méthocinamox. Il avait été abandonné, mais à travers cette initiative, on va le financer à nouveau. C'est un antagoniste mi-opioïde pseudo-irréversible de longue durée. Il y a moins d'affinité comme antagoniste des opioïdes, des récepteurs opioïdes, mais il a également une action de plus longue durée et une formulation orale. Nafamostat, c'est un système de libération d'opioïdes en combinaison pour une protection contre les overdoses. Et le dernier, c'est NRS 033. C'est un namelphène qui est actif pendant 28 jours. De nouvelles approches pour inverser la dépression respiratoire. Vous avez l'almitrine, vous l'avez en Europe. Ce sont des chimiorécepteurs stimulants périphériques dans les corps de la carotide pour améliorer la respiration. C'est utilisé pour traiter COPD. Nous le testons actuellement pour empêcher ou traiter ou inverser la dépression respiratoire. L'autre groupe de composés testés, ce sont les ampakines. Ce sont des médiateurs respiratoires. Et le dernier, c'est reptinoptane, qui est un agoniste complet du récepteur 5-HT1A. De nouveaux médicaments, Kindolor, ils agissent en périphérie sur les récepteurs, également sur le récepteur NMDA et l'antagoniste du cytoglycine. C'est très bon contre la douleur et ça peut empêcher les troubles. Ensuite, ITI 333 avec des antagonistes des récepteurs 5-HT2A et D1. C'est un peu comme la buprenorphine, ce sont des antagonistes en partie, mais ils ont apparemment un effet antidépresseur plus important et des propriétés bloquantes contre la douleur. D24M, c'est un antagoniste hétérodimère MOR-DOR avec et le MEB 1166 ou MEB 170, des agonistes MOR. Nous avons également entendu parler ce matin de l'importance des médicaments qu'on réoriente, qu'on teste
à travers cette initiative. Voici une liste non complète. Je n'ai pas toutes les données ici. Il y a la guanfacine, sulforexant, du duloxétine, kétamine. C'est prometteur. L'orcacérine, c'est gabapentine. Ça peut aider à réduire le besoin d'opioïdes. Et nous avons également le dronabinol et cannabidiol dont on a parlé dans les présentations précédentes. Les immunothérapies, c'est un domaine très important pour NIDA. Les vaccins, des vaccins pour améliorer la sécurité et l'efficacité des médicaments en tant que traitement et en combinaison on veut développer un vaccin anti-opioïde. Nous avons le premier qui sera testé chez les humains et nous avons également des vaccins oraux multiples en cours de test. Les nouvelles approches, je ne vais pas y aller en parler en détail, vous pourrez le lire. Il y en aura beaucoup plus avec les nouveaux groupes de bourses qui seront financés. Je voudrais vous parler un peu de vous donner des nouvelles encourageantes. Ce sont des données que j'ai obtenues suite à l'étude de 2018. J'en ai parlé dans ma précédente présentation sur l'utilisation d'héroïne. Vous voyez depuis entre 2002 et 2016 une augmentation et maintenant en 2018, on voit une petite réduction. Et voici les données sur les antalgiques opioïdes sur ordonnance. Il y a également une tendance descendante. Bon, cela semble être une bonne indication que peut-être nous espérons que la crise des opioïdes est sur le déclin. Et dans le domaine de l'addiction, on sait que beaucoup d'addictions vont et viennent. Et on espère que non seulement avec ces initiatives, tous les travaux réalisés, non seulement par le NIH et le NIDA, mais beaucoup d'agences gouvernementales, nous espérons que nous aurons de bons résultats maintenant. Nous pensons que c'est une formidable initiative. Le NIDA et le NIH sont très heureux d'avoir reçu cet argent du gouvernement pour soutenir ces projets de recherche. Et je peux dire que dans un futur très proche, nous aurons de nouveaux médicaments, de nouvelles approches pour traiter les troubles de l'usage des opioïdes. Je vous remercie de votre attention. Avec, pour la deuxième fois aussi ce matin, Wim van den Brick qui va venir nous parler de l'influence que peut avoir cette crise des opioïdes américaine sur l'Europe et la consommation européenne. Nous vous écoutons, merci. Il faut attendre le changement de diapo. Oui. No, it's okay. Just wait. Okay. So. Merci encore de m'avoir invité. Donc, c'est la deuxième fois ce matin que je m'exprime. Je vais essayer de vous donner un peu une idée de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe en Europe. Et puis, j'essaierai aussi de vous dire ce qui se passe aux Pays-Bas. Alors, je terminerai par les Pays-Bas parce que j'ai un bon point de vue sur la situation et je sais que tout à l'heure, on aura aussi la perspective sur la situation française. Moi, je vous donnerai donc de première main ce qui se passe aux Pays-Bas. Donc, il s'agit ici de mes conflits d'intérêts. Donc après le début de l'épidémie, j'ai eu un certain nombre de financements par un certain nombre d'entreprises qui sont elles aussi impliquées dans cette crise. Donc j'ai des conflits d'intérêts dans ce sens où j'ai eu des financements et que j'ai reçu des honoraires en tant qu'orateur. Il faut en tenir compte évidemment dans mon propos. Alors tout d'abord,
Voici ma table des matières. Tout d'abord, je vais donner un résumé de la situation en Amérique du Nord, donc l'usage, le mésusage, le traitement et le nombre de décès par overdose. Ensuite, je vous donnerai le même panorama pour l'Europe. Ensuite, je vous parlerai des opioïdes sur prescription aux Pays-Bas. Je vous expliquerai les différences entre les États-Unis, le Canada et l'Europe, voir s'il y a des similarités. Et puis, je terminerai par des conclusions. Vous avez ici la situation telle qu'elle est aux États-Unis. Vous avez le panorama entre 1980 et 2015 et vous voyez l'augmentation de la consommation d'opioïdes sur prescription entre donc les années 80 et les années 2015. Vous avez en bleu les États-Unis, en vert l'Europe et en rouge l'Australie. En Europe, on utilise très modestement les opioïdes sur prescription. Aux États-Unis, c'est une information qui m'a personnellement choquée, à dire que en 2015, le nombre de personnes utilisant des opioïdes sur prescription, c'est 47% de la population. On parle de 92 millions de personnes. On est à 12 millions de mésusages. Je vous montrerai les données tout à l'heure pour les Pays-Bas. Mais j'étais choquée de me dire que 40% de la population adulte, sur les 12 mois écoulés, utilisait des opioïdes sur prescription. Et vous voyez une augmentation des décès liés à cet usage des opioïdes. On a clairement un lien. On a vu d'abord une augmentation de la prescription et ensuite on a vu une augmentation des décès. On est à 6 par 1000 personnes, c'est-à-dire plus que les décès liés aux abus d'héroïne. Vous voyez qu'on a eu un pic en 2010. En parallèle, on a eu une diminution, une augmentation des overdoses par héroïne à partir de 2010 également. Vous avez ici donc le développement du nombre de décès par overdose d'opioïdes entre 2002 et 2015. En 2017, on était à 62 000, ce qui veut dire que donc on était à 33 000 en 2015, que ça a doublé à 62 000. On est en train de parler de 170 décès par jour. C'est absolument énorme. On a commencé par observer des overdoses d'opioïdes sur prescription, mais à partir de 2010-2011, c'était l'héroïne qui avait le plus de décès. Et puis c'est le fentanyl qui a été le premier contributeur à ces décès. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement les opioïdes sous prescription, l'oxycodone ou l'hydrocodone ou l'héroïne, mais c'est essentiellement le fentanyl qui contribue à tous ces décès. Donc c'est la nouvelle épidémie. Alors cette diapo n'est certainement pas facile à lire, mais en 2010, 69% des décès étaient liés à une overdose de médicaments sur prescription, tandis qu'en 2016, on voit que cela est tombé à 14%. Donc on voit que c'est le fentanyl qui a pris la place, en quelque sorte, de ces décès qui étaient liés à ces opioïdes synthétiques. Même chose, mais présentée sous notre aspect, ce sont les données du Massachusetts, où on voit une augmentation de la proportion des overdoses aux opioïdes, essentiellement liée à la surmortalité associée au fentanyl. 44% en octobre 2014, et c'est monté à 76% en mars 2016. 82% des overdoses de fentanyl sont liées à du fentanyl de fabrication illégale. Donc, en synthèse, depuis la fin des années 90 et début des années 2000, on a eu une augmentation très importante de l'usage des opioïdes sur prescription. Et en 2015, on avait environ 40% de la population américaine qui utilisait des opioïdes, 4% qui en faisaient un mésusage ou une dépendance. Depuis 2010, l'héroïne, et depuis 2013, ce sont les fentanyl qui ont remplacé les opioïdes sur prescription parmi les contributeurs à la mortalité. L'augmentation de la prescription d'opioïdes est associée à une augmentation massive des décès
par overdose. Ici, pour ce qui est de la même crise au Canada, vous voyez ici les différentes courbes déjà évoquées. Le fentanyl représente 68% de toutes les overdoses causées par des opioïdes. Alors, quelle est la situation en Europe ? Donc, ce sont les données que j'ai montrées. Donc, j'ai montré ces données pour les États-Unis, le Canada et l'Australie. Et ici, vous voyez un peu d'autres choses. Vous avez la situation mondiale en bleu, l'Europe en vert clair, avec des différences entre la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Finlande. Si on regarde ces données, je n'ai pas trouvé de données plus récentes. Celle-ci date déjà de 2012. Il s'agit du nombre d'utilisations d'opioïdes sur prescription dans les différents pays. Et on voit donc que pour l'Europe au global, nous avons 12 305 doses quotidiennes qui sont consommées, donc en 2012, donc de tous les opioïdes. Et l'oxycodone en représente à peu près la moitié. Aux États-Unis, vous le voyez en dessous, on a environ 51 000 doses quotidiennes, c'est-à-dire 4,2 fois plus qu'en Europe dans sa totalité, 12 fois plus d'oxycodone. Et au Canada, on est à 2 fois plus et 9 fois plus respectivement. Donc clairement, en Europe, la tendance est moins marquée. Si on regarde les opioïdes à haut risque, et leur usage en Europe entre 2007 et 2015, je peux voir sur ces données de l'EMCDDA que le nombre d'usagers d'opioïdes à haut risque est stable. On est à 0,1 à 0,6% de la population. Donc il n'y a pas d'augmentation dans le nombre des usagers d'opioïdes à haut risque. Quand on regarde le nombre de décès occasionnés par des overdoses, on peut voir ici... Pardon, dit l'orateur, je retourne à la diapo précédente. On peut voir ici les tendances en termes de décès liés aux overdoses. On est assez stable au fil du temps entre 2006 et 2016. Tous les décès par overdose sont environ entre 8 et 9 000. Et 18% sont occasionnés par des opioïdes. Donc la situation est assez stable. En 2016, on a eu une légère augmentation. Si vous arrivez à lire ici, c'est la comparaison de la situation de l'Europe et des États-Unis. Donc ici en Europe, alors ça veut dire quoi nous en Europe? Mais enfin en gros, les Européens, on a 8 000 overdoses sur 500 millions d'habitants. Ça représente 16 overdoses par million d'Européens. Tandis qu'aux États-Unis, on est à 64 000 décès sur 320 millions. Ça veut dire 200 overdoses par million d'habitants. On a un facteur de 12 ici. Donc, de fait, on a des overdoses ici, mais la prévalence est bien moindre qu'aux États-Unis. Vous avez ici le nombre d'overdoses par million dans un certain nombre de pays à haut revenu. Donc vous avez ici une nette augmentation du nombre d'overdoses en Estonie, par exemple, en Suède, ici, et en Norvège. Ici, c'est quelque chose qui est assez préoccupant. Alors, c'est les données en Écosse. Alors, au global, les décès par overdose liés aux opiacés et sur prescription sont stables en Europe, mais il y a des endroits comme l'Estonie, par exemple, ou la Norvège. Mais ici, c'est l'Écosse. Et la situation a l'air assez préoccupante. On voit que les overdoses liées aux médicaments et aux drogues, on est donc à 43% d'overdoses qui sont liées à l'héroïne et à la morphine, mais 45% liées à la méthadone. Donc c'est une situation qui est assez préoccupante. Et si on regarde le nombre d'usagers d'opioïdes, donc c'est le nombre par million, eh bien ils sont à 200 par million, ce qui est un chiffre similaire à celui des États-Unis.
Donc, si même au global en Europe, on est dans une situation qui est raisonnable, assez calme, il y a des parties de l'Europe, des pays de l'Europe où on a une espèce de contagion et l'Écosse est l'un de ces pays. Alors, on parle de l'Écosse, c'est pas la Grande-Bretagne dans son ensemble. Ici, vous avez les données pour la Grande-Bretagne, justement. Donc, vous avez en parallèle en bleu les États-Unis et la Grande-Bretagne, en bleu et rouge respectivement. Des données qui s'arrêtent à 2010, mais vous voyez ici que le nombre de décès par overdose en Grande-Bretagne est faible, plus faible qu'aux États-Unis, et stable. Donc tout ça pour dire que l'Écosse semble être une situation différente. Et ici, ce sont les décès liés aux overdoses en Angleterre et au Pays de Galles. Et là aussi, on est à peu près à 30 par million. C'est un peu plus que dans le reste de l'Europe, mais beaucoup moins qu'en Écosse. Donc il semble que l'Écosse soit un pays un peu différent en ce qui concerne cette question des overdoses. Pour ce qui est donc de l'overdose d'héroïne, de l'overdose d'opioïdes sur prescription et de fentanyl, vous avez ici une publication sur l'utilisation du fentanyl en Europe. Et on voit que les plus fortes prescriptions de ce médicament sont ici, en Allemagne, en Autriche, et les plus faibles sont en Estonie, en Bulgarie et à Malte. Et c'est intéressant que on a peu de prescriptions de fentanyl en Estonie, on le voit ici, et pourtant, ils ont le plus fort taux d'overdose par fentanyl d'Europe en Estonie. Ça veut dire que c'est du fentanyl qui n'est pas prescrit officiellement et qu'ils ont des fabricants illégaux de fentanyl, probablement des importations de Russie. Vous avez ici d'autres données sur différents pays. Alors, on a peu de données de manière générale. Il faut donc faire preuve de prudence. Mais ici, en Suède, on a une augmentation du nombre de fentanyl contrefait, fabriqué illégalement, depuis 2011. Et on voit que c'est relativement une faible proportion du nombre d'overdoses dans ce pays, donc en Suède. Par contre, en Estonie, on voit que 80% des overdoses par fentanyl sont occasionnées par du fentanyl contrefait. Et en Grande-Bretagne, vous avez ici une augmentation du nombre d'overdoses liées au fentanyl, et ce sont surtout chez des patients âgés. Le plus préoccupant, je pense, c'est la situation ici en Bavière, en Allemagne, où donc c'est du fentanyl sur prescription qui fait augmenter la courbe d'overdose. Donc c'est du fentanyl absolument régulier, prescrit, qui occasionne un grand nombre d'overdoses depuis 2006 et jusqu'à 2014. Et je dois dire que parmi les différentes overdoses, en 2014 on était à 33%, depuis ça s'est stabilisé à 2015 33%, en 2016 13%. Donc peut-être que les autorités ont réagi et ont pris les mesures nécessaires. Au global, en Europe, pardon, on a peu d'overdoses liées à la prescription de fentanyl. On avait 160 décès d'overdose à des opiacés synthétiques. Donc le fentanyl en Europe au global n'est pas un vrai problème, même si localement il y a des poches dans lesquelles il faut être prudent, en particulier lorsqu'il s'agit de fentanyl prescrit légalement. Et il faut bien faire le distinguo avec une situation comme celle de l'Estonie où au contraire il s'agit de fentanyl contrefait. S'il s'agit de la situation encore au niveau européen, d'usagers d'héroïne à haut risque et d'usagers d'opioïdes également. On a 1,3 million d'usagers d'opioïdes à haut risque sur 500 millions d'habitants. On est donc à 0,3% de la population européenne globale. La plupart des
la plupart des usagers d'héroïne aux États-Unis sont sous traitement de substitution, 628 000. Vous avez ici la même situation, mais avec une autre représentation graphique, avec les différents pays, où on voit donc les différents patients à risque, à haut risque. Ici, vous avez la substance primaire d'addiction. Et donc, parmi les patients qui sont sous traitement, assez peu ont une addiction au fentanyl, à l'exception notable de l'Écosse. Donc là encore, le panorama est très différent. Donc, parmi les personnes qui sont sous traitement en Europe, 80% c'est de l'héroïne, qui est la substance d'abus, tandis qu'aux États-Unis, 35% sont des usagers d'héroïne, 65% sont des personnes sous opioïdes sous prescription. Donc en Europe, je ne vous refais pas tout le laïus, vous l'avez bien compris. La situation aux Pays-Bas, ici donc des données qui sont quand même relativement rassurantes. On prescrit peu d'opioïdes. Quand ils le sont à des fins analgésiques. Vous avez ici une publication qui remonte à 2019 dans le Lancet, où on voit une forte augmentation des opioïdes sous prescription sur les 10 dernières années. Vous voyez qu'on a commencé à environ 500 prescriptions par 100 000 habitants en 2008. C'était essentiellement de l'oxycodone. Et ensuite, on est monté à environ 2500 par 100 000 en 2017. Alors, on a l'impression qu'il y a une stabilisation, mais il y a quand même une multiplication par 5 entre 2008 et 2007. Donc, on s'inquiète tout de même de cette situation. La même chose vaut pour le fentanyl. On voit qu'on a 2 fois plus de prescriptions de fentanyl, 5 fois plus de prescriptions d'oxycodone sur les 10 dernières années. Pour ce qui est des hospitalisations avec un mésusage de ces opioïdes, on voit que pour l'héroïne, la méthadone et l'opium, on a un nombre d'intoxications qui est relativement stable. En revanche, pour les personnes qui consultent à l'hôpital aux urgences pour une intoxication par opioïde, il y a une très forte augmentation de 1 à 7 pour 100 000. Donc un signal assez marqué. Ici, ce sont les tendances d'usage et de mésusage d'opioïdes aux Pays-Bas. On montre ici le nombre de personnes qui sont traitées. Ici, on a une diminution du nombre de personnes qui sont traitées pour une dépendance à l'héroïne. On est passé d'un peu moins de 80 à environ 50, tandis que c'est l'inverse pour les opioïdes sous prescription. Vous voyez ici que c'est le nombre de personnes traitées. Donc c'est une petite augmentation du nombre de personnes traitées pour une dépendance aux opioïdes. Le signal est faible, mais il existe. Et ici, vous voyez la mortalité occasionnée par les opioïdes aux Pays-Bas. On voit que pour l'héroïne en rouge, la situation est stable, mais depuis 2014, aux Pays-Bas, on voit une augmentation aussi du nombre d'overdoses et de décès par opioïdes. Alors, on a l'impression que l'augmentation est très importante, mais si vous regardez l'axe des ordonnées, vous avez quand même une échelle qui est très large, c'est-à-dire que vous avez 0,1, 0,2, 0,3, etc. par 100 000 habitants. Donc, il y a quand même une vraie augmentation et il est très probable, vu qu'il y a plus de prescriptions, que nous allons voir aussi davantage de décès liés à des overdoses d'opioïdes aux Pays-Bas. Pour ce qui est des overdoses, voici la situation. Donc on est à 6 overdoses par million d'habitants aux Pays-Bas. Aux États-Unis, on est à 103. Donc on est quand même dans une situation bien moins défavorable. Donc au global, vous avez ici la synthèse. Donc vous avez bien en tête tout ce que je vous ai déjà indiqué. Mais vous avez ici vraiment la situation aux États-Unis. Le nombre de prescriptions aux États-Unis, 38%. En Europe, 5 à 20%. Les Pays-Bas, 12%.
Dans la population générale, c'est donc la prescription d'antidouleurs dans ces différents pays. Ensuite, vous avez le nombre d'usagers d'opioïdes potentiellement à risque. Vous avez donc les différentes données dans ces différentes colonnes. Vous avez 2% donc aux États-Unis, entre 0,1 et 0,6% en Europe et 0,2% aux Pays-Bas, c'est-à-dire qu'on est dans le bas de la fourchette. Les usagers d'opioïdes sont essentiellement des fumeurs d'opioïdes. Pour ce qui est des décès liés aux opioïdes, on est à 19 pour 100 000 aux États-Unis, 2 pour 100 000 en Europe et on est à 0,6 par 100 000 aux Pays-Bas. Et donc même s'il y a une tendance à l'augmentation, on est quand même encore dans la fourchette basse. La proportion d'overdose de fentanyl dans tous les décès occasionnés par les opioïdes, c'est le vrai problème aux États-Unis, le fentanyl. On est à 46%, c'est-à-dire que pratiquement une overdose sur deux est une overdose au fentanyl. Ceci par du fentanyl contrefait. En Europe, la proportion est encore faible. Pas de raison de se réjouir pour autant. En Europe, probablement parce qu'il y a des situations de diversion et parce qu'on a quand même une situation assez préoccupante en Bavière. Et aux Pays-Bas, pour l'instant, on n'a pas encore vu d'overdose au fentanyl, mais c'est peut-être parce qu'il y a aussi du sous-rapport. Les patients qui sont sous traitement d'entretien ou de substitution par agonistes des opioïdes, vous avez les proportions respectives aux États-Unis, en Europe et aux Pays-Bas. Donc on voit qu'il y a de vraies différences dans ces trois localisations géographiques. Comment on explique ces différences? Nous avons 3 publications qui essaient d'expliquer ces différences entre l'Europe du Nord et l'Europe. Alors déjà, ce sont certainement les différences réglementaires. En Europe, il n'y a pas la possibilité de faire la publicité de médicaments auprès du public général. Tandis, et également en Europe, il n'y a pas ces espèces d'usines à pilules. Tandis, et le marché... Je pense qu'il y a aussi en Europe une plus grande prise de conscience du risque par les patients. Il y a aussi le fait que les médecins ne sont pas payés directement par les patients, qui de ce fait ne sont pas autant des clients. Il y a plus une notion de clientèle et donc de clientélisme aux États-Unis qu'en Europe. Par ailleurs, en Europe toujours, il y a des bons traitements disponibles en Europe lorsqu'on a une dépendance aux opioïdes. Donc, ils n'ont pas besoin de s'adresser à des marchés parallèles. Pour ce qui est de la disponibilité, l'héroïne est toujours relativement bon marché, de bonne qualité, de telle sorte qu'il n'y a pas besoin de se tourner vers les opioïdes pour compenser une héroïne qui serait trop chère ou de mauvaise qualité, comme c'est le cas dans d'autres marchés. On a un système de suivi de la prescription des opioïdes en Europe, de telle sorte que c'est assez protecteur. Donc les conclusions, et bien sûr elles sont à prendre avec des pincettes, mais je pense que globalement, il y a un problème massif aux États-Unis et au Canada qui n'a pour l'instant pas été traité de manière suffisamment intense. Par exemple, on a encore un mauvais accès au traitement de la dépendance aux opioïdes. On espère que le nouveau gouvernement vont essayer de lutter plus efficacement contre ce problème. On a une forte augmentation de l'utilisation d'antidouleurs opioïdes en Europe, sans pour autant les problèmes liés aux opioïdes que l'on voit aux États-Unis. Néanmoins, dans certains pays européens, on a une forte augmentation des décès par overdose. Alors, ce n'est pas l'Europe dans son ensemble, mais ça veut dire que chacun des pays européens individuellement doit faire attention à la situation dans son pays. Je pense que l'Europe doit
continuer, voire développer ce programme de traitement aux opioïdes, de substitution à d'autres drogues. Donc il ne faut pas pour autant tout mettre dans un même panier et limiter complètement l'accès à ces agonistes des opioïdes. Il faut continuer, bien sûr, de traiter la douleur des patients qui en ont besoin, mais ne peut-être pas se tourner immédiatement vers les opioïdes et le fentanyl, en tout cas pour éviter ce genre de situation. Merci beaucoup. Pour cette excellente présentation, on va continuer avec le professeur Nicolas Autier, qui va donc nous évoquer la problématique française. Merci, Maurice. Donc on va continuer à parler des opioïdes, plus spécifiquement des antalgiques opioïdes et des données françaises qui, vous allez voir, sont en perspective de ce qui a été présenté, notamment par Wim van den Brik en termes d'évolution des consommations. Je vais passer sur cette diapo parce qu'on a déjà vu. Je vais vous présenter les résultats d'un travail de recherche qui a été réalisé par notre équipe sur l'usage et le mésusage des antalgiques opioïdes en France. Avec tout d'abord une donnée importante, effectivement, concernant l'usage via les données de remboursement des antalgiques opioïdes en France. Il n'y a pas une augmentation du nombre de patients traités par antalgiques opioïdes en France, puisqu'elle fluctue entre 19,2 et 17,5% des Français entre 2004 et 2017. Donc c'est même une légère diminution et on va voir pourquoi dans la diapo suivante. En revanche, les prescriptions d'autres antalgiques non opioïdes, notamment le paracétamol, ont, elles, augmenté sur cette période. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette période pour que les antalgiques opioïdes n'aient pas augmenté, voire ont diminué? Eh bien, vous le voyez sur cette courbe, la courbe verte, ici. Il y a un médicament dont la commercialisation s'est arrêtée en 2011 et qui s'appelait le dextropropoxyphène, et qui représentait tout de même plus de 14% de Français chaque année qui bénéficiaient d'une ordonnance remboursée. 14%, ce qui était important, avec pas forcément beaucoup de signaux inquiétants sur cette molécule. Il y avait des effets indésirables, mais sûrement pas à la hauteur de ce que l'on observe actuellement. Pardon, je me suis trompé de... Voilà. Évidemment, lorsque cette molécule s'est arrêtée, cette consommation n'a pas été totalement compensée, mais d'autres molécules ont pris sa place. Et donc, on a eu une augmentation multipliée par 2, voire par 3, de certaines molécules, comme le tramadol, la codéine et la poudre d'opium. Ce sont aussi des antalgiques opioïdes, mais on se rend compte que toutes ces molécules ne sont pas comparables en ce qui concerne leurs risques, et notamment les risques de potentiel d'abus et dépendance. Concernant les opioïdes que l'on appelle forts, regroupés sur cette diapo, eux, ils ont augmenté en France, mais comme ils sont minoritaires en termes de prescription, ça ne se voit pas sur la consommation globale, qui a surtout été impactée par l'arrêt du dextropropoxyphène. En revanche, entre 2004 et 2017, on est passé de 500 000 à environ 1 million de Français traités par antalgiques opioïdes forts. C'est la courbe en bleu, ici. Et vous voyez que cette augmentation, elle a deux explications, puisque la morphine est relativement stable en vert. Mais on a d'abord une augmentation du fentanyl, puis ensuite une augmentation importante et qui suit exactement la même augmentation globale, qui est celle de l'oxycodone, qui est arrivée sur le marché français au début des années 2000 et qui ensuite a pris des parts de marché pour devenir numéro 2, pardon, décidément, des opioïdes forts. Si on s'intéresse toujours aux opioïdes forts, c'est une courbe un peu compliquée à lire, je suis désolé, je vais vous la résumer. Et les profils des patients qui vont être traités par ces opioïdes forts, eh bien, on se rend compte qu'ils sont majoritairement utilisés dans les douleurs non liées au cancer. Ils sont attendus particulièrement dans la douleur du cancer, ils sont efficaces et il faut les prescrire, mais on les voit particulièrement dans la douleur hors cancer. Et c'est d'ailleurs dans cette dimension-là que les prescriptions ont le plus augmenté. Elles ont plus que doublé, avec une augmentation de, notamment, les diapos passent toutes seules, je ne sais pas ce qui se passe, avec notamment une augmentation de 88% dans les douleurs chroniques non cancéreuses. Et si on termine
sur ces données d'usage des antalgiques opioïdes en France, notamment dans la douleur chronique non liée au cancer, et qu'on reprend les 3 principales molécules opioïdes dites fortes, eh bien on voit que chez ces patients-là, non atteints de cancer, ayant une douleur chronique, celle qui augmente le plus en termes de prescription, c'est l'oxycodone. Alors le chiffre est impressionnant, 1180%, mais on partait de très bas, donc il faut relativiser ce chiffre. Néanmoins, vous voyez que clairement, on a eu une augmentation, et ça s'explique par des recommandations, par des remboursements autorisés dans les douleurs non liées au cancer. C'est désagréable, ces diapos qui passent toutes seules. Notamment dans la lombalgie, dans les douleurs neuropathiques, mais aussi dans les douleurs d'arthrose de hanche et du genou, mais normalement en dernière intention. On a parlé tout à l'heure du docteur shopping pour les antalgiques opioïdes en France. Il est plutôt relativement faible, et d'ailleurs il est assez comparable entre les forts et les faibles. Vous voyez que c'est sur une année, en 2017, 0,56 à 0,59% des patients traités présentent un épisode de docteur shopping, c'est-à-dire qu'ils ont eu plusieurs médecins, plusieurs pharmaciens, et que les ordonnances se sont chevauchées. Au moins une séquence dans l'année, certains en ont eu plusieurs. Ce n'est pas forcément très important, mais si on rapporte au nombre de Français traités par ces médicaments-là, et sachant que c'est probablement sous-estimé, eh bien, c'est au moins 70 000 Français qui ont des épisodes comme ça de docteur shopping, donc potentiellement d'abus de ces médicaments. Quels sont les facteurs associés à ces comportements de docteur shopping avec les antalgiques opioïdes, globalement? Eh bien, on retrouve l'âge, plutôt les sujets jeunes, moins de 65 ans. Alors, dans la littérature, ils disent moins de 45 ans, mais généralement, ça fait grincer des dents. Alors, nous, on a choisi moins de 65 ans. Plutôt les sujets qui ont des situations précaires. Ça, c'est mesuré plutôt avec l'existence d'une CMU complémentaire ou non sur les bases de remboursement. L'existence d'un cancer aussi est un facteur associé. L'existence d'un trouble mental. Oh, je suis désolé, je ne sais pas ce qui se passe. L'existence d'un trouble de l'usage des opioïdes aussi. Et enfin, une prescription associée de benzodiazépine. Tout ça est associé à des profils qui sont plus à risque de faire du docteur shopping, donc d'abuser de ces médicaments. Et puis enfin, concernant les décès chez ces patients-là, on retrouve 3 fois plus de risques de décès chez les patients qui ont des épisodes de docteur shopping dans l'année, mais aussi quasiment 3 fois plus de risques de décès, toutes causes confondues. On ne peut pas identifier si c'est une overdose. 3 fois plus de causes si les patients sont traités par des posologies élevées, notamment supérieures à 150 mg équivalent morphine par jour. Alors, il y a un rapport qui, pour compléter ces données-là, je vous présente quelques données, mais très brèves, parce que je pense que Michel Malarrey va en parler ensuite. Il y a un rapport qui a été publié par l'Agence du médicament cette année, en février 2019, et qui reprend les différentes données relatives à la surveillance, à l'addictovigilance sur ces médicaments. Tout d'abord, pour rappeler que la part des déclarations d'effets indésirables de type addictovigilance liées aux antalgiques opioïdes augmente chaque année. Vous voyez l'évolution en rouge de la courbe entre 2006 et 2015. Et les 3 principales molécules concernées sont 1 la morphine, 2 le tramadol, 3 l'oxycodone, avec une spécificité sur la morphine quand même qui est liée au fait que il y a un usage hors AMM, hors autorisation de la morphine qui est fait en France sur prescription dans le cadre d'une, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de substitution, mais en tout cas d'un traitement de l'addiction à l'héroïne, et donc qui est associé à des risques plus importants et donc à des déclarations plus importantes, notamment en termes de complications infectieuses et thrombotiques. Si on s'intéresse au profil, et je ne rentrerai pas plus dans le détail, des patients qui font l'objet des déclarations d'addictovigilance en France, donc de ces complications liées à ces antalgiques, ce sont plutôt des femmes, sauf pour la morphine où là on a un public plus masculin, plus proche des usagers de drogue. Ce sont plutôt des femmes, ce qui est assez normal parce que dans la majorité des cas, ces patients-là, ces patientes-là aussi, ont accès à ces antalgiques opioïdes parce qu'elles ont une douleur et la prévalence de la douleur, notamment chronique, est plus importante dans les populations féminines. La moyenne d'âge, enfin la tranche d'âge, c'est une estimation entre les différentes molécules que je vous ai données, entre 40 et 50 ans. Donc c'est un petit peu plus âgé que les profils d'usagers de drogue. Et on retrouve dans au moins 30 à 45% des cas des comorbidités psychiatriques lorsqu'elles sont déclarées. Donc c'est probablement là aussi une sous-estimation. On sait que la comorbidité psychiatrique est un facteur de risque de mésusage des antalgiques opioïdes.
Un autre moyen de regarder les potentiels de détournement et l'abus donc de ces molécules antalgiques opioïdes, c'est une enquête du réseau d'addictovigilance qui est basée sur les ordonnances falsifiées et où vous voyez que on a une part de plus en plus importante des antalgiques opioïdes parmi ces ordonnances falsifiées chaque année rapportées au réseau d'addictovigilance et à l'agence du médicament, avec 3 principaux médicaments, le tramadol, 1, la codéine, en 2 et en 3, la morphine. Les décès, je passe très vite parce que Michel va en parler, je suppose, mais concernant les décès par antalgique, il y a une enquête qui existe et qui est pilotée par le Centre d'addictovigilance de Grenoble qui nous rapporte que le tramadol en France est la première molécule impliquée dans les décès liés aux antalgiques, indépendamment de conduite addictive, puis ensuite la morphine, la codéine. Alors c'est la plus, vous verrez que le tramadol c'est la molécule qui est la plus prescrite en France bien sûr, mais elle avait plutôt une image de molécule assez sécure, ce qui ne semble pas être totalement le cas. Si on s'intéresse aux données de pharmacovigilance, dans la base nationale de pharmacovigilance, il y a des cas qui sont rapportés avec des overdoses qui sont mortelles ou pas. Toutes les overdoses sont collectées ici. Et vous voyez l'évolution du nombre de cas rapportés au taux de notification annuel de pharmacovigilance. Eh bien, vous voyez que ça augmente de plus 98% entre 2005 et 2016, ces déclarations, avec une augmentation pour le tramadol notamment, plus 139%, pour l'oxycodone, plus 1229%, mais on partait de très bas. Donc là aussi, attention sur ce chiffre, il y avait très peu de prescriptions, donc forcément très peu d'overdoses. Mais les deux augmentent, la morphine est relativement stable, et puis on a une augmentation assez récente sur la poudre d'opium, dont le marché reprend, puisqu'il y a des nouveaux médicaments contenant de la poudre d'opium qui sont revenus sur le marché depuis 2015. Et puis ces cas concernent plutôt des femmes, là aussi, et plutôt un âge médian de 73 ans. Les hospitalisations en France pour surdose en opioïdes, indépendamment des données des urgences, donc hospitalisation complète, vous voyez qu'elles augmentent, ça se rapproche un peu des chiffres présentés par Wim juste avant, où on voit une augmentation de plus 167% des overdoses liées aux opioïdes prescrits, autres que la méthadone, et autres aussi que l'héroïne, qui n'est pas prescrite encore en France. L'héroïne est en bas en vert, la méthadone est en rouge, supérieure à l'héroïne, et puis ensuite tous les autres opioïdes, qui sont majoritairement des antalgiques opioïdes. Donc ça augmente, là aussi en France, alors qu'on a vu qu'il n'y avait pas forcément plus de patients traités par antalgiques opioïdes en France, mais ils sont traités par des molécules différentes. Si on regarde les décès, ces données-là ne sont pas exhaustives, mais on utilise la base, qui est une base française liée à une équipe INSERM, qui est la base CEPIDC, qui permet de voir la tendance, l'évolution du nombre de décès annuels voilà, liés aux opioïdes. Et là aussi, on voit une augmentation de plus 146%, ce qui nous fait à peu près environ une estimation de 200 patients par an en 2015, qui est une sous-estimation, qui n'est pas toujours très fiable sur la cause identifiée, mais on a exclu de ces données-là, bien sûr, tout ce qui était surdose intentionnelle dans un contexte suicidaire. On a exclu des codes liés à l'héroïne et à la méthadone. Je vais terminer juste avec une petite dédicace sur le tramadol, parce que vous avez vu qu'au fur et à mesure des diapos, il est ressorti. C'est le numéro 1 des prescriptions en France. C'est le numéro 1 des prescriptions en France, quasiment 7 millions de Français chaque année. Je ne parle pas de l'automédication familiale. Il est numéro 2 des complications déclarées de pharmacodépendance. La morphine est devant, mais parce que la morphine a cet usage un peu particulier chez 2 à 3 000 patients, est particulièrement à risque dans le cas d'une substitution à l'héroïne. Il est numéro 1 des falsifications d'ordonnance, numéro 1 des surdoses, avec ou sans décès. Plus de 25% des complications sont liées à un syndrome de sevrage, avec des très fortes difficultés à arrêter des traitements, y compris après quelques semaines parfois de traitement par tramadol. Il y a un syndrome de sevrage important et qui n'est pas que opioïde. Et donc une question qui se pose sur le tramadol, c'est est-ce qu'il faut qu'on continue en France à prescrire ce médicament en première intention dans le traitement des douleurs modérées à sévères, parce qu'il ne semble pas être forcément le plus sécure. Je ne dis pas qu'il n'est pas efficace, mais il n'est peut-être pas aussi sécure que d'autres antalgiques opioïdes. Et puis pour terminer, 2 diapos sur des messages principaux qui ressortent de ces données françaises. Il n'y a pas de crise sanitaire des opioïdes en France. Il n'y en a pas non plus, on l'a dit, en Europe, même si certains pays comme l'Écosse
alors ça marche plus, sont plus inquiétants. C'est un risque qui est évitable en revanche, et donc il est important de le prévenir. On a vu qu'aux États-Unis, des millions, des centaines de millions d'euros ont été débloqués pour faire de la recherche parce qu'il y avait une crise. Ce serait bien qu'il y ait quelques millions qui soient débloqués en France pour prévenir une crise, d'une part en améliorant la prise en charge encore des addictions aux opioïdes, mais aussi en améliorant la prise en charge de la douleur chronique, parce que si on n'améliore pas la prise en charge de la douleur chronique, ce qui est nécessaire en France, eh bien, on peut aboutir aussi, effectivement, à des usages non conventionnels ou à des excès de traitement ou à des traitements un peu trop rapides par antalgiques-opioïdes. Il faut conserver un accès aux antalgiques-opioïdes. Pour ça, il faut assurer une juste prescription et un bon usage. Il faut développer l'accessibilité aux thérapeutiques complémentaires, non pharmacologiques, et essayer de développer des nouveaux traitements de la douleur, mais c'est long, vous le savez. Et puis il faut faire attention parce qu'on parle de plus en plus d'autres molécules, notamment de la prégabaline, mais aussi la gabapentine, mais c'est surtout la prégabaline qui est effectivement émise en exergue, qui est un gabapentinoïde qui est très souvent prescrit dans le domaine de la douleur chronique, notamment dans les douleurs neuropathiques. Ce sont des combos tramadol prégabaline, oxycodone prégabaline en France, quasiment en première intention. Or, prégabaline plus opioïde, ça augmente le risque de faire des overdoses. Et cette prégabaline, on le sait, est de plus en plus prescrite dans le domaine de la dictologie pour faire des sevrages parfois en méthadone, pour faire des sevrages en benzodiazépine, pour traiter des troubles anxieux, pour éviter de prescrire des benzos, mais attention à la coprescription, notamment avec la méthadone. Et puis pour terminer, ma dernière diapo, je rappelais qu'il ne faut pas nuire en ne prescrivant pas un antalgique opioïde, et si les patients en ont besoin, s'ils ont une douleur qui relève des recommandations qui proposent un antalgique opioïde, il faut le faire, mais il faut faire le bon choix sur les antalgiques opioïdes. Et parfois, un antalgique opioïde fort peut être plus sécure qu'un antalgique opioïde dit faible, surtout s'il est à très forte posologie. Et puis il ne faut pas nuire en prescrivant un antalgique opioïde non plus, trop longtemps, en ne respectant pas des facteurs de risque de mésusage. Et donc il faut dépister ce mésusage régulièrement pour en assurer, si possible, dans les années à venir, toujours une bonne accessibilité et une bonne prise en charge de la douleur. Je vous remercie. Merci Nicolas, tu nous as fait gagner quelques minutes et on va pouvoir donner la parole à Michel Malaret pour justement évoquer le système d'addictovigilance français. Michel, c'est à toi. Merci. Effectivement, je vais essayer de montrer l'apport que peut donner l'addictovigilance, donc la surveillance des substances qui entraînent l'addiction, notamment pour la crise opioïde, mais quelles sont les implications cliniques en pratique qui peuvent aboutir à cet intérêt. Donc, l'échange, c'est vraiment l'ADN du réseau de cette addictovigilance. Et donc, c'est tout à fait important d'avoir ces échanges dans les deux sens pour essayer d'avoir des informations et de les échanger pour mieux préciser ce qui se passe réellement en France. Et donc, comme la notification n'est pas suffisante, il est important d'avoir tous ces suivis qui soient en regardant la prescription, les ordonnances falsifiées, les ordonnances sécurisées détournées ou qui ont une moins bonne prescription, les données d'enquête auprès des XAPA, par exemple, des centres de suivi des patients addicts, et puis aussi donc, les cas de décès, et enfin les données de l'assurance maladie. Donc ces échanges sont importants pour croiser les données, pour détecter des signaux, pour évaluer, mais aussi pour proposer des mesures réglementaires. Pas en faire trop, par exemple comme pour la néfopam et savinorine, qui ne posent pas de problème majeur, mais aussi des propositions qui peuvent être intéressantes et qui peuvent montrer les problématiques, comme pour le kratom ou les fentanyloïdes. Suivre les mesures et informer toujours. Donc, quelles sont les différentes données qu'il faut débattre pour cette information, cet échange entre addictologues et addictovigilants? Eh bien, c'est tous les aspects que l'on peut rencontrer dans cette problématique. Et, par exemple, commencer par des cas cliniques où vous pouvez être impliqué. Et je prends comme exemple ce patient qui est sous méthadone et qui fait une hypoglycémie symptomatique. Que faire? En parler? Est-ce qu'il faut faire un bilan particulier, puisqu'il n'y a pas d'hypoglycémie signalée dans le résumé des caractéristiques du produit? Non, c'est gélule.
Eh bien, en fait, il y a des cas dans la base française de pharmacovigilance, addictovigilance, d'hypoglycémie, mais finalement, il n'y a pas assez de données pour modifier l'information. Et donc, vous pouvez être finalement avec un cercle vicieux. Vous ne voyez pas qu'il y a d'hypoglycémie sous méthadone, alors que finalement, ces cas peuvent survenir. Et c'est pourtant un effet de classe opioïde qui survient même chez le non-diabétique dès 40 mg par jour. Donc, ce n'est pas un cas, une éventualité fréquente, mais ça peut arriver. Et donc, c'est connu que l'hypoglycémie est favorisée finalement par les opioïdes parce qu'elle réduit la réponse adrénalinique à une hypoglycémie. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître cette information pour la travailler et éventuellement même dans la mortalité sous méthadone, envisager que l'hypoglycémie a pu participer à cette mortalité. Deuxième cas clinique qui peut être intéressant, effectivement, c'est les torsades de pointe et l'allongement du QT. Et vous savez que c'est un effet de classe partiel des opioïdes. On le connaît bien pour la méthadone, mais par exemple, l'opéramide qui est abusé, l'imodium qui est beaucoup plus abusé dans d'autres pays, eh bien, peut induire lui aussi des allongements du QT et torsades de pointe. Et de même, à un degré moindre, l'oxycodone peut augmenter l'espace QT. Donc, il est important d'avoir des informations et donc de les recueillir et notamment de déterminer parmi les cas que vous nous signalez, les cas d'addiction primaire et les cas d'addiction secondaire après consommation d'héroïne. Il est très important d'avoir cette information et probablement ce retard d'information de différenciation entre dépendance primaire et dépendance secondaire fait qu'on prend l'information avec retard, le phénomène est décrit trop tardivement, alors qu'on se rend compte que dans l'Exapa, finalement, de plus en plus, des patients addicts primaires aux opiacés sont pris en charge et montrent bien que cette problématique a été un peu sous-estimée auparavant. Pour les vieilles substances, mais les nouveaux problèmes, la folcodine, eh bien, on n'a pas d'explication pourquoi des personnes meurent sous folcodine. On n'a pas donné suffisamment clinique pour pouvoir préciser pourquoi cet antitussif qui a des effets opioïdes, finalement, entraîne des décès et pourquoi il y a cet abus qui aboutit à des décès. Et puis, actuellement, en France, il y a bien sûr une part importante, et c'est fort heureux, d'usage de MSO. Donc, pour la substitution à l'héroïne, par exemple, eh bien, il faut savoir que dans d'autres pays, le kratom, donc cette plante, peut être utilisée comme alternative au MSO et peut tout à fait augmenter, au point qu'aux États-Unis, il y a 91 essais qui sont attribués à cette substance, à cette plante et cette agoniste opioïde, et il est signalé comme un possible participant à la crise opiacée, à un degré moindre, mais elle existe. Et vous voyez que même en France, c'est une enquête de Caen qui montre que les notifications augmentent et il y a des cas d'abus de kratom en France qui peuvent participer à un abus d'opioïdes. Et puis, en France également, même si l'importance n'est pas aussi majeure qu'aux États-Unis, eh bien, il y a arrivé de fentanyloïdes synthétiques produits de façon illicite. Et on voit qu'il y a des cas où, malgré les recherches par différents laboratoires, on ne trouve pas la substance qui est responsable du coma opioïde. Et finalement, on découvre qu'il s'agit bien d'un fentanyloïde extrêmement puissant, puisqu'il est 10 000 fois plus puissant que la morphine. Et vous voyez que la dose mortelle de cette substance est bien inférieure en volume et en poids que celle de l'héroïne. Donc, les données de mortalité en France sont encore assez imprécises. On a évoqué CPDC, donc les dossiers qui sont lors de la survenue d'un décès, mais il n'y a pas d'analyses toxicologiques qui sont en fait. Au niveau hospitalier, il y a peu de cas, fort heureusement, parce qu'il y a peu de décès. Les gens sont réanimés à l'hôpital, mais on sait que les patients décèdent avant d'arriver à l'hôpital. Et donc, il est
était important d'avoir des informations sur les décès en cas d'abus de médicaments et substances, et c'est l'enquête DRAM, et en cas d'usage dentalgique qui aboutit à un décès, aussi bien en cas de surdosage involontaire qu'en cas de suicide, hors de contexte d'addiction. Donc l'estimation qui est déjà ancienne du nombre de morts par décès toxiques chez un patient addict était de 1175 décès, donc ce qui est finalement assez proche de ce que de la moyenne européenne, qui est entre 10 et 16 millions, 16 décès par million de personnes, en sachant que cette donnée est liée au fait que en France, le DRAM ne détecte pas tous les décès liés aux substances dans la mesure où il n'y a pas d'analyse toxicologique systématique de tous les patients, comme c'est le cas par exemple en Finlande. Donc il y a forcément un biais, puisqu'on n'a qu'une partie de ces cas de décès, mais globalement les données sont assez cohérentes au cours du temps, puisqu'on a une évolution qui est assez régulière et il n'y a pas de différence majeure entre les années, et on bénéficie d'analyses toxicologiques systématiques, de contestations médico-légales, d'autopsie et d'examens à l'impact assez déterminantes. Mais malheureusement, du fait de l'absence de l'anonymat, il n'y a pas de connaissance de la trajectoire et pas de connaissance de la prescription des patients. Donc on ne sait pas si la substance a été prescrite ou alors si elle a été obtenue de façon illicite. Donc, quand on regarde les décès qui sont survenus en 2017, mais les données sont finalement relativement stables, eh bien, on voit que parmi ces décès en 2017, eh bien, la grande majorité de ces décès sont associés aux opioïdes. Et une part importante est liée à la méthadone, puisque finalement c'est la substance qui induit le plus de décès parmi les opioïdes, et alors que finalement l'héroïne est à un nombre moindre, et la morphine à un degré encore moindre. Et vous voyez que finalement, même s'il y a des cas de fentanyloïdes ou de fentanyl, ce nombre est relativement faible. On peut toujours penser qu'il y a une sous-estimation parce que les laboratoires peuvent ne pas le détecter, mais probablement c'est quand même un nombre relativement faible. Alors ce qui est important, c'est que malgré tous ces biais que l'on connaît, puisque ce n'est pas exhaustif, qu'il y a une différence possible entre données de vente et réalité, quand on fait des rapports entre le nombre de décès et de patients traités, et que les données d'usagers d'héroïne sont relativement imprécises, mais Janssen estimait qu'en 2013, il y avait 107 000 héroïnomanes actifs en 2013, même si ces données sont imprécises et si on peut dire que ce n'est pas forcément des héroïnomanes permanents, eh bien on voit que la fréquence de décès, avec tous ces biais qu'il faut avoir à l'esprit, eh bien, serait de 2,7 décès par 1000 patients sous méthadone et 0,32 décès par 1000 patients sous buprenorphine. C'est assez logique qu'il y ait cette différence, puisqu'on sait que la buprenorphine est un agoniste partiel. Alors, c'est très difficile d'extrapoler et d'essayer de comparer avec la morphine, qui est effectivement largement utilisée dans le cadre d'une substitution officieuse, notamment le sulfate de morphine. Et c'est vrai que s'il y avait plus de 10 000 addicts de morphine du fait d'une substitution officieuse, mais avec une injection souvent de cette sulfate de morphine, eh bien, on pourrait penser que la mortalité serait inférieure à celle de la méthadone. Et de même, s'il y a plus de 30 000 héroïnomanes actifs en une année, eh bien, la mortalité associée à l'héroïne serait inférieure à celle associée à la méthadone. C'est extrêmement difficile d'aller plus avant sur ce sujet, mais c'est vrai qu'il faut avoir cela à l'esprit et voir comment on pourrait essayer de diminuer ces risques. Notamment la question de la méthadone, c'est est-ce que le médicament est prescrit ou obtenu au marché noir? Et c'est avec une des réponses que l'on a grâce à l'enquête Oppidum que vous faites lorsque vous participez à cette enquête faite par les CEIP, eh bien on se rend compte que la méthadone
est obtenu illégalement dans 12% des cas chez les patients qui viennent dans l'Exapa et dans une moindre mesure, puisque les cas rudes, c'est uniquement 9% de l'enquête oppidum. Eh bien, on voit que cette obtention illégale de méthadone peut être aussi une raison de survenue de décès avant la prise en charge par des centres spécialisés. Donc, c'est vrai que dans ce cas, puisqu'on n'a pas les données très précises de ces données, puisqu'on ne sait pas si le médicament est prescrit ou obtenu au marché noir, eh bien, il faut avoir finalement une prévention aussi bien d'une prescription raisonnable et contrôlée et suivie, et aussi d'essayer de diminuer l'obtention au marché noir, donc en gros qu'il n'y ait pas de méthadone qui soit, ou d'autres substances qui soient accessibles facilement, et surtout qu'il y ait une prise en charge encore plus rapide des patients dans les centres spécialisés et par les addictologues. Ce qui est intéressant aussi, dans les décès survenus, et lorsqu'on peut essayer de déterminer le rapport par millier d'habitants, eh bien on se rend compte qu'il y a des zones où il y a beaucoup plus de décès, et ça peut être tout à fait important, dans des départements ruraux comme la Somme ou la Haute-Loire qui sont fléchés. Et donc, la question, est-ce que c'est un biais parce qu'il y a une analyse toxicologique plus efficace et que donc il y a moins de personnes qui passent à travers l'analyse toxicologique post-mortem? Est-ce qu'il y a aussi une moindre prise en charge dans ces zones rurales? Et on sait que l'accessibilité à un addictologue dans ces régions n'est peut-être pas forcément aussi facile que dans des grandes métropoles. Et donc, ça justifie qu'il y ait aussi des préventions renforcées dans des zones où manifestement l'accessibilité aux médicaments de substitution est moins importante. Et donc, quand on regarde maintenant ce qui était déjà évoqué sur les données de mortalité pour analgésie avec des médicaments donc, opioïdes, mais lors d'une prescription par opioïde, eh bien, on note effectivement qu'il y a une augmentation des décès par tramadol et aussi une augmentation plus modérée des décès par morphine. Mais on voit surtout qu'il y a une augmentation des décès par oxycodone qui donc peut être inquiétant et qui donc justifie une prévention plus importante à ce niveau-là. Et puis donc, ce qui est important, c'est aussi, je pense, la prévention de la mortalité. Et donc, il faut qu'il y ait une diffusion bien plus importante qu'actuellement pour l'analoxone, pour pouvoir avoir cette prévention qui est tout à fait nécessaire. Et pour montrer aussi l'importance de l'interaction entre addictovigilants et addictologues, bien, dans le cadre de la réduction des risques, je voulais évoquer finalement des cas cliniques qui sont survenus et qui justifient cette relation entre addictovigilants et addictologues. C'est ces cas de Livedo post-injection intraveineuse de buprenorphine et le fait que c'était notifié à nos collègues de Nantes qui ont finalement essayé de déterminer qu'est-ce qui se passait dans cette région pour expliquer ces Livedo qui étaient quand même particulièrement inquiétants, alors qu'il y avait peu de cas ailleurs en France. Et ils se sont rendus compte que pour des raisons de remboursement, finalement, les patients étaient beaucoup plus obligés finalement à recevoir le générique. Et donc, manifestement, la majorité des Livedo survenaient en cas d'injection de buprenorphine générique. Et donc, le fait qu'il y ait eu ces signalements a fait faire des études par nos collègues nantais qui ont montré qu'il y avait présence de silice au niveau de ces lésions, donc de substances insolubles, provenant d'excipients présents dans la buprenorphine générique et n'étant pas présents dans le princeps. Donc, c'était l'occasion, et c'est finalement cette relation entre addictologue et addictovigilant, de montrer qu'il y avait un problème avec le générique et que manifestement les effets nocifs de cette injection d'excipients insolubles étaient tout à fait problématiques et finalement aboutissaient à des conséquences graves tout à fait préjudiciables aux patients. Et donc ce qui aboutit finalement à permettre
une suppression de ces excipients dans le générique de buprenorphine et donc réduction des cas notifiés de livédo, et ce qui a été confirmé ensuite, il n'y a pas eu de cas aussi fréquents que cela notifiés. Donc en conclusion, on voit que ces échanges addictologues et addictovigilants sont importants et qui permettent malgré la relative différence entre ce qui se passe en France et aux États-Unis, de voir que il faut rester vigilant pour la méthadone, la morphine, l'oxycodone et la fentanyl, du fait des possibilités. Il est aussi d'abus et de risque de mortalité. Il y a une nécessité d'un diagnostic plus précoce dans la notification, et c'est là qu'il est important qu'on n'ait pas finalement une révélation trop tardive d'une addiction primaire, trop tardive des complications. Et donc, il est important de pouvoir, grâce à ces échanges, avoir une panoplie de données expérimentales, cliniques, épidémiologiques de divers horizons qui permettent de mieux comprendre ce qui se passe et d'avoir une meilleure vision de l'ensemble. Et donc, la prévention est importante et il faut quand même espérer sur, par exemple, les agonistes biaisés qui pourraient avoir un intérêt de moindre dépression respiratoire, mais sans être non plus trop optimiste. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci Michel. On va donc prendre quelques minutes, le temps nous est compté, pour justement commenter les différentes présentations. S'il n'y a personne dans la salle qui a une question, moi j'en ai. Justement, je vais poser une question transversale qui va permettre justement de balayer les différents aspects. Alors, on est très impressionné, Yvan, par l'investissement qui est fait actuellement par le gouvernement américain pour justement la prise en charge de cette crise des opioïdes. On voit qu'il y a un nombre de molécules considérable qui apparaît avec beaucoup de choses très sophistiquées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on met en place, on accompagne aussi, c'est-à-dire tout le dispositif d'accès, puisque finalement, d'avoir des médicaments, c'est une chose, mais permettre aux personnes d'en bénéficier, c'est encore mieux, je dirais. Et aujourd'hui, on voit bien, même pour les traitements de substitution aux opiacés, on voit bien que la couverture américaine reste relativement faible par rapport à l'Europe. Et aujourd'hui, c'est comment finalement, non seulement donc promouvoir bien entendu cette pharmacologie, mais surtout la mettre à disposition à ceux qui en ont le plus besoin. Et dans le même sens, je vais demander aussi du coup à Wim de commenter. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore quelques années, beaucoup n'y croyaient pas, bien entendu, à l'évolution d'une crise américaine en Europe. Et aujourd'hui, on voit bien, et c'est ce qui a été aussi montré par Michel Malaret, qu'on a des signaux. On voit bien qu'on manque d'exhaustivité, vraiment on manque d'exhaustivité. Peut-être que les Américains sont meilleurs que nous d'ailleurs pour l'évaluation du processus. Et en tout cas, c'est un processus qui est très rapidement évolutif. On voit bien qu'on a toujours un peu de retard par rapport à les évolutions, d'où l'importance d'avoir un système de vigilance qui permette justement de surveiller et finalement de mettre en place des mesures adaptées. Et alors justement, Wim, dans ce que tu nous as montré, où il y a clairement des endroits en Europe, comme l'Écosse ou l'Allemagne, où on voit clairement donc il y a des évolutions qui n'étaient pas forcément anticipées il y a encore quelques années. Comment on peut expliquer ce qu'il y a des éléments de similitude entre les deux pays qui permettent finalement d'expliquer cette évolution? Et on le voit bien, même qu'au-delà de l'Europe, on voit bien qu'il peut y avoir des différences dans l'intérieur d'un pays, comme l'a montré Michel. On voit bien qu'il existe une épidémiologie qui elle-même peut dépendre d'une écologie finalement qui peut là aussi donc changer la donne. Wow. Alors, pour répondre à la première partie de votre question, je pense être d'accord avec vous. On a effectivement ces différents signes, on a ces différents médicaments, mais lorsque le système de santé ne répond pas et ne répond pas aux problèmes, eh bien, nous n'aurons aucun impact. Il y a un problème de système de santé. Alors, c'est bien sûr une question qui est également politique. Aux États-Unis, il existe aujourd'hui un mouvement vers une approche plus individualisée plutôt qu'une approche sociétale. Mais l'idée, en Europe, on a dans la plupart des pays un système de santé publique
qui finance le traitement de ces différentes personnes, et je pense que cela fait une vraie différence. Aux États-Unis, l'un des problèmes que l'on a, et la tendance, c'est plus d'assurance santé privée, et c'est un système de santé dont on sait qu'il repose essentiellement sur le privé. Et donc aux États-Unis, l'accès au traitement est très limité, très limité. Et je l'ai déjà mentionné à des collègues en Europe, je ne peux pas croire qu'il y a des listes d'attente pour le traitement à la méthadone. On a des gens, même s'ils ont une assurance, ne vont pas pouvoir accéder à ce traitement. Pareil pour la buprenorphine, il y a des seuils, il y a des limites à l'accès au traitement à la buprenorphine. Donc le système de santé, malheureusement, est conçu de telle manière, en tout cas de mon point de vue, est conçu de telle manière que nous pouvons avoir toutes les ressources, tous les indicateurs, nous ne pourrons pas aider et améliorer cette situation et gérer cette crise des opioïdes. Alors c'est vrai que quand on a des systèmes où il y a plus de suivi des prescriptions, lorsqu'il y a par exemple un dossier du patient informatisé à qui tout le monde peut accéder, et quand on a un meilleur accès aux soins de santé, la situation est très différente et il peut y avoir une vraie réponse à la crise. Ce serait en tout cas ma réponse, on va dire, assez politiquement correcte. Et l'autre question, c'était pourquoi déjà? Sur l'exhaustivité des informations. Nous entendons très mal, le monsieur s'exprime sans micro. Alors, de ce que je vois un vrai contraste entre les États-Unis et l'Europe en matière de qualité de l'information. Et je pense que on le voit, Wim l'a montré dans sa présentation, il a pu montrer des données de différents endroits et il a essayé de faire une narration, un narratif à partir de ces informations. Mais les données dont nous disposons aux États-Unis sont quand même assez robustes, même si elles ne sont pas d'aussi bonne qualité que des données dans des pays où il y a un système de santé public et où les données sont peut-être plus globales et sur la nature et la qualité des soins. Néanmoins, je pense que ces données, les données que l'on a sur les États-Unis restent utile, en particulier en matière de pharmacovigilance, et cela nous permet de faire un suivi de l'évolution de cette épidémie. Je pense également, l'une des choses qui n'a peut-être pas été mentionnée ici ce matin, une partie du problème aux États-Unis en relation avec le fentanyl, qui est responsable de la plupart des décès en relation avec la crise des opioïdes, c'est un marché, le marché du fentanyl. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrées de fentanyl illégal, de fentanyl contrefait, très bon marché. Alors, on dit qu'il vient de Chine. Il est très bon marché. Et les dealers de drogue vont mélanger l'héroïne et le fentanyl. Et le fentanyl est 1000 fois plus fort que la morphine, voire 10 000 fois plus fort. Donc les gens pensent prendre de la morphine, mais en fait, ou de l'héroïne, et en fait, c'est coupé avec du fentanyl. De telle sorte que on pense avoir affaire à une overdose d'héroïne, alors qu'en fait, c'est une overdose à un produit coupé, mélangé. Alors, ce sont les overdoses que l'on voit arriver ne sont pas forcément des usagers de drogue, ce sont des gens qui ont eu des opioïdes sous prescription. Les usagers de drogue sont des gens qui s'y connaissent peut-être mieux en pharmacovigilance et en pharmacocinétique que la plupart d'entre nous, tandis que les gens qui ont une prescription de fentanyl et puis n'ont pas pu se faire délivrer du fentanyl et ils sont allés voir un dealer qui leur a vendu du fentanyl contrefait. Et évidemment, ils se retrouvent dans une situation qu'ils ne savent pas gérer. En tout cas, c'est ma théorie, ce marché du fentanyl. Et je pense que c'est pour ça qu'on a une telle crise. Quand on voit des pics de fentanyl, c'est à l'endroit où justement il y a des marchés, des dealers qui entrent sur ces marchés parce qu'il y a de l'argent à y gagner. Donc il faudrait des stratégies pragmatiques, absolument.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. De ce qu'on voit aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de fentanyl contrefait sur le marché européen et sur le marché néerlandais. Et je pense que cela a été décrit plusieurs fois dans les publications en relation avec l'addiction. On dit beaucoup qu'il n'y aura plus d'héroïne demain, parce que l'héroïne, c'est un produit semi-synthétique ou d'origine naturelle, et la production dépend de la situation climatique dans des pays où il y a des conflits, où il y a de l'insécurité. Donc il faut faire du trafic. Souvent, ça prend beaucoup de volume. Alors c'est vrai, et il y a toute une sorte de criminalité associée à cela. Tandis que le fentanyl, c'est facile à fabriquer dans une usine, dans des pays où on a des gouvernements stables. Il n'y a pas besoin de passer par le biais de trafic compliqué. On n'a pas besoin de faire voyager des marchandises volumineuses qui sont facilement repérées par les douaniers, de telle sorte que beaucoup de gens disent que dans les années à venir, il n'y aura plus d'héroïne, mais ça sera plutôt des espèces de sous-produits du fentanyl, ces fentanyl mélangés. Alors, il faut espérer que ça n'arrive pas. Mais se dire que les consommateurs, les patients seront peut-être plus conscients du risque. Néanmoins, comme je vous le disais, aujourd'hui, le fentanyl, il est coupé avec de la cocaïne, avec de l'héroïne, et cela le rend extrêmement risqué à l'usage et très imprévisible également. Le seul endroit où on le voit, ce fentanyl de contrebande, c'est surtout en Estonie. En Europe, j'entends. Pour ce qui est de la qualité des données, eh bien, c'est assez... j'ai fait une recherche dans la MCDA, qui est une base de données prévue justement pour collecter toutes ces informations. Et j'ai été étonnée du peu de données que contient cette base de données. Par exemple, sur les Pays-Bas, il n'y avait presque rien. Alors, je sais qu'en France, vous avez plus de données dans vos registres nationaux que ce que vous avez dans le MCDA. Donc, c'est vraiment un appel que je lance aujourd'hui auprès de la MCDA pour avoir peut-être une plus proche collaboration avec les organisations nationales pour avoir des données de meilleure qualité. Parce qu'effectivement, nous avons des données locales raisonnables, de qualité raisonnable, mais elles ne sont pas intégrées au niveau européen. En tout cas, pas à un niveau de détail dont on a besoin pour les utiliser dans la mise au point d'une stratégie contre cette épidémie. Et il serait utile d'avoir des données qui soient mieux coordonnées.